Bienvenue dans notre nouvelle analyse d'aujourd'hui. C'est un vrai privilège de se plonger dans une histoire géopolitique absolument fascinante, une histoire qui s'étale sur plus de 2 siècles et demi. Franchement, c'est super rare de voir une relation internationale qui a survécu à autant d'époques et de transformations aussi radicales. On parle d'un récit qui commence au beau milieu des mers agitées du XVIIIe siècle et qui nous amène directement jusqu'au sommet économique ultramoderne d'aujourd'hui. Les sources et les données qu'on va explorer révèlent des liens complètement insoupçonnés entre deux nations que sur le papier, tout semblait séparé. C'est parti pour un parcours historique plein de rebondissements. Alors, posons d'emblée cette question assez incroyable. Comment l'Algérie a-t-elle bien pu influencer la création de la célèbre US Navy? Eh bien, c'est une excellente façon d'aborder notre sujet. C'est quand même fascinant et même un brin ironique de se dire qu'un conflit maritime au XVIIIe siècle a littéralement forcé la naissance de cette immense force navale américaine de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pour comprendre pourquoi une toute jeune nation a dû construire une telle armada, il faut d'abord se replonger dans les dynamiques de pouvoir très particulières qui régnaient en Méditerranée à ce moment-là. Voici donc notre feuille de route pour relier ces premiers actes maritimes jusqu'aux alliances économiques de notre époque. On va aborder les premiers conflits maritimes, le traité de paix de 1795, le rôle crucial dans la crise des otages en Iran, la coopération sécuritaire après le 11 septembre, pour finir en beauté sur le partenariat économique moderne. Commençons tout de suite avec notre première partie, les premiers conflits maritimes. Juste après l'indépendance de 1776, la jeune nation américaine se rend compte assez brutalement que la liberté a un coût énorme, surtout sur les routes commerciales. Cette chronologie illustre vraiment bien l'enchaînement des choses. En 1776, finit la protection de la puissante marine britannique, les navires marchands américains se retrouvent livrés à eux-mêmes. Le résultat ne se fait pas attendre. Dès 1785, des navires comme le Dauphin et le Maria sont capturés par les corsaires de la Régence d'Alger. Et ça ne s'arrête pas là, puisque les documents historiques font état de 53 navires américains capturés au total. Face à cette véritable crise, le Congrès américain est acculé. Il n'a pas d'autre choix que d'agir, ce qui mène directement à l'adoption du fameux Naval Act en 1794. Concrètement, c'est l'acte de naissance officielle de la marine américaine, créé de toutes pièces pour protéger le commerce contre ces nouvelles menaces. Et pour bien comprendre l'ambiance, il suffit de lire cette citation très forte de Thomas Jefferson. À l'époque, il est ambassadeur en France et il est catégoriquement opposé au paiement d'un tribut, qu'il voit comme une humiliation totale. Lui, il préférait de loin utiliser la force militaire, il a même essayé de monter une coalition internationale pour imposer un blocus. Mais le problème, c'est que le Congrès, à ses débuts, manquait cruellement de moyens financiers et a tout simplement dit non. Ce choc des idéologies montre bien la tension dramatique, monumentale qui pesait sur les toutes premières démarches diplomatiques de la République. Ce qui nous amène à notre deuxième grand chapitre, le traité de paix de 1795. C'est toujours assez émouvant de voir ça. On a ici la page de garde authentique du traité de paix et d'amitié de 1795. C'est une trace bien tangible de cette connexion historique très profonde. Et c'est important de se rappeler que c'est tout simplement l'un des tout premiers traités internationaux jamais signés par les États-Unis. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est le récit détaillé de l'énorme galère qu'ont vécu les premiers diplomates américains. Les sources racontent par exemple la mission de John Lamb en 1786. Il avait été envoyé pour négocier la libération de 21 prisonniers et ça a été un échec retentissant. En fait, les États-Unis n'avaient pratiquement pas d'argent et essayaient de trouver leur place dans un théâtre méditerranéen d'une complexité absolue où chaque pays jouait sa propre carte. Et il faut absolument souligner à quel point la Régence d'Alger était douée pour jouer avec les grandes puissances de l'époque, que ce soit l'Espagne, la Grande-Bretagne ou la France. C'était du grand art géopolitique, le fameux diviser pour mieux régner. Les États-Unis, bien qu'ils soient tout nouveaux sur la scène mondiale, ont été traités avec exactement la même exigence implacable que les vieux empires européens. Il n'y a eu aucun traitement de faveur. De 2,4 millions de dollars, c'est la somme tout simplement astronomique que le Dey d'Alger a d'abord exigée pour signer la paix et relâcher les captifs. Pour mettre ça en perspective, les caisses de l'État américain étaient pratiquement vides à ce moment-là. C'était un montant vertigineux qui a mis les beaux idéaux de liberté face au mur très froid et très cher du réalisme géopolitique. Au final, c'est le pragmatisme pur et dur qui l'a emporté. Les diplomates ont réussi à négocier et à faire baisser la note, mais il a bel et bien fallu acheter la paix. Le traité de 1795 a coûté 642 500 $ en paiement direct, avec en prime un tribut annuel en équipement militaire. Mais cet énorme sacrifice a payé. 83 marins ont été libérés et le conflit a été stoppé, ce qui a permis de sécuriser une bonne fois pour toutes le commerce américain dans la région. Allez, on fait un bond spectaculaire dans le temps pour aborder notre troisième chapitre, la médiation de la crise des otages en Iran.
Nous sommes en 1980. L'Algérie n'a plus rien à voir avec l'adversaire naval des débuts. Elle s'impose désormais comme un artisan de la paix incontournable. 444, c'est le nombre de jours interminables, angoissants, pendant lesquels les diplomates américains ont été retenus en captivité à Téhéran. C'était une crise internationale d'une ampleur inédite qui a littéralement paralysé toute la politique étrangère américaine et tenu la planète entière en apnée. Et 52, c'est le nombre de vies américaines qui ont finalement pu être sauvées. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que les États-Unis ont officiellement reconnu que cette libération aurait été absolument impossible sans le rôle clé de la médiation algérienne. Le gouvernement américain a été extrêmement reconnaissant, allant jusqu'à saluer la diplomatie algérienne comme un modèle unique de respect des valeurs humaines. Toute cette réussite, on la doit à des tractations ultra secrètes, dignes d'un grand film de suspense. Des réunions confidentielles à haut risque se sont tenues à la Villa Montfeld, à Alger. Warren Christopher, qui était alors secrétaire d'État adjoint, a mené une diplomatie acharnée, faisant sans cesse des allers-retours entre Alger et Washington. Et tout ce travail de l'ombre a finalement abouti à la signature des fameux accords d'Alger en janvier 1981. C'est la preuve d'une confiance mutuelle immense qui s'était forgée entre les deux pays. Ce qui nous fait passer au XXIe siècle avec notre 4e partie, la coopération sécuritaire post-11 septembre. Au lendemain des attentats tragiques de 2001, la donne change complètement. Face aux nouvelles menaces, les États-Unis ont très vite compris que la position géographique de l'Algérie, couplée à sa solide expérience militaire, était une ressource inestimable. La relation s'est donc transformée en une alliance stratégique très concrète pour sécuriser l'Afrique du Nord et la région extrêmement complexe du Sahel. Bref, une coordination née d'un réalisme absolu face au terrorisme international. Ce qui ressort de manière très intéressante dans cette évolution, c'est l'impartialité géopolitique de l'Algérie, qui s'affiche ici noir sur blanc. Même si Washington aimerait bien attirer le pays un peu plus dans son orbite, Alger s'en tient à une doctrine de non-alignement ultra stricte. En clair, être l'ami de tous sans devenir le pion d'aucun bloc. L'Algérie cultive d'excellentes relations historiques avec la Russie, étend ses partenariats avec la Chine, tout en développant sa stratégie de haut niveau avec les États-Unis. C'est un exercice d'équilibriste diplomatique particulièrement remarquable. On en arrive donc à notre 5e et dernière section, le partenariat économique moderne. Et là, on visualise parfaitement le grand virage actuel. Historiquement, la coopération était très classique, on pourrait même dire défensive, sécurité, lutte antiterroriste et évidemment les hydrocarbures. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre dimension. La relation se diversifie à vitesse grand V. Les discussions portent maintenant sur la technologie, les énergies renouvelables, l'agriculture de demain, et un secteur qui attire toutes les convoitises, l'exploitation des minéraux et des terres rares dont l'industrie mondiale a désespérément besoin. Les preuves de cette nouvelle dynamique tombent de partout. Il suffit d'observer les investissements en cours. Au Select USA Investment Summit de mai 2026, la délégation algérienne s'est carrément classée première de toute l'Afrique du Nord. C'est dire l'engouement. On voit aussi naître des projets absolument titanesques, comme ce complexe agricole Baladna à 3,5 milliards de dollars dans le sud algérien. Il y a un véritable appétit des deux côtés, que ce soit pour les capitaux ou la technique. C'est le signal fort d'une alliance résolument tournée vers le futur. Pour conclure, quand on prend un peu de recul, l'arc historique qu'on vient de parcourir donne franchement le vertige. On est passé d'adversaires féroces sur les mers qui ont indirectement causé la création de l'US Navy à des partenaires de confiance capables de dénouer des crises mondiales pour finalement devenir des alliés économiques ultra stratégiques aujourd'hui. C'est une sacrée résilience au fil des siècles. Alors, la question qui se pose pour finir, comment ce partenariat vieux de 250 ans va-t-il continuer à s'adapter et à se redéfinir dans un monde de plus en plus multipolaire ? Eh bien, c'est une dynamique historique qu'on a tout intérêt à surveiller de très très près.